D'abord, avant de me présenter, je vous remercie beaucoup de cette invitation sur la chaîne YouTube de Paris 8. Donc, j'exerce comme psychanalyste en cabinet libéral à Aix-en-Provence, et je m'oriente dans ma pratique de Freud, Lacan et Miller. Mais j'ai aussi un long passé d'enseignante, ce qui signifie que j'ai toujours eu le goût de transmettre. J'espère que ça va se voir. Et en particulier, pour transmettre la psychanalyse, j'interviens dans de multiples conférences et autres formations. Et j'ai été notamment en charge pendant plusieurs années avec d'autres de la propédeutique de la section clinique Aix-Marseille. Donc j'essaie de faire entendre du mieux que je peux l'intérêt clinique de la psychanalyse, également à l'occasion des analyses de pratique en institution. Ça, c'est aussi un classique de nos activités. Et j'ai aussi créé, en collaboration avec des collègues parisiens, une antenne aixoise de l'association Souffrance au travail qui existe à Paris depuis l'an 2000. Donc cette association créée par des collègues parisiens. Et enfin, toujours pour essayer de transmettre et de garder vivant la psychanalyse, j'ai aussi la plume facile. Et donc, j'ai publié bon nombre d'articles avant de m'attaquer au gros morceau d'une thèse. Cette thèse que j'ai menée au département de Paris 8 sous la direction de Clotilde Leguil. Et donc, le livre sur lequel vous avez la gentillesse de m'interroger est issu de cette thèse. J'ai choisi comme titre, pas seulement la souffrance au travail, j'ai écrit souffrance au travail et discours capitaliste. Et cette deuxième partie du titre a tout son poids, toute son importance, parce que l'idée, c'est d'annoncer d'emblée que je ne vais pas m'intéresser ni à ce qu'il est convenu d'appeler le système capitaliste, c'est-à-dire la forme économique, ni à ce qu'on appelle aussi les conditions de travail, dont on entend beaucoup parler en ce moment à propos de la pénibilité. Bien sûr, ces conditions de travail et la structure générale du capitalisme influent grandement sur la souffrance au travail. Elles peuvent et elles doivent être améliorées, mais ce n'est pas là la spécificité d'un ouvrage de psychanalyse. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il s'agit d'un discours. Donc, je considère que la souffrance au travail est une forme contemporaine de ce que Freud a appelé le malaise dans la civilisation. Et pourquoi je le porte au niveau de ce malaise de la civilisation? C'est parce qu'elle est devenue endémique. C'est-à-dire, elle concerne tous les secteurs et tous les niveaux hiérarchiques maintenant. Ce n'est pas le fait simplement, justement, des catégories logées sous ce signifiant de pénibilité qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Donc, si c'est un mal endémique, la psychanalyse ne peut pas s'en désintéresser. Elle ne peut pas se désintéresser d'un phénomène d'une telle ampleur, mais en tant que psychanalyse, elle ne peut le considérer que dans sa dimension langagière, d'où le discours capitaliste. Alors, Lacan lui-même dit très tôt, dès 1953, que le psychanalyste est engagé avec son patient, je le cite, dans un mouvement symbolique. Dans le mouvement symbolique de son époque. Et quand on parle de mouvement symbolique, immédiatement, ça donne deux directions de travail, de recherche pour moi.
Premièrement, le symbolique, qui suppose de repérer les mots-clés, ce que Lacan appellera plus tard, je vais y venir, les signifiants maîtres. Et d'autre part, le mouvement symbolique, il y a mouvement, et mouvement, ça dit quelque chose d'une évolution. C'est-à-dire qu'il est très important de rester dans son temps, si je puis dire. D'ailleurs, on pourrait lire l'ensemble de l'enseignement de Lacan comme une façon d'actualiser sans arrêt la doxa du point de vue des concepts en réponse à des phénomènes de société. Ça, c'est une chose. En 70, Lacan, dans son séminaire L'envers de la psychanalyse, revient à cette idée de rester bien dans son temps, disons, avec le concept de discours du maître. Et donc ce concept de discours du maître, auquel je fais une grande part dans mon travail, est fondamental pour au moins deux raisons. Première raison, le signifiant, plutôt le maître, devient un signifiant. Donc c'est pour ça que Lacan l'appelle un signifiant maître, qui nous mène par le bout du nez à notre insu. C'est pour ça qu'il est notre maître. Et j'ai été d'ailleurs à cet égard frappée par le fait que ceux qui se disent atteints, par exemple, de burn-out, disent tous qu'ils ne le savaient pas eux-mêmes et qu'ils l'ont appris parce que c'est leur médecin qui leur a dit. Donc, autrement dit, le discours capitaliste qui promeut ce signifiant maître de burn-out le fait, mais sans s'occuper du sujet, puisque le sujet ne le sait pas lui-même. Et même, c'est très intéressant de remarquer que dans la littérature sociologique spécialisée sur la souffrance au travail, les auteurs qualifient la langue de l'entreprise qui présente telle ou telle particularité, mais ils en font, en somme, une nouvelle condition de travail, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on n'y trouve jamais aucun dire des principaux intéressés. Et quelquefois même, ces sociologues qui pourtant ne dédaignent pas la psychanalyse, hein, c'est important de le dire, hein, ils ne dédaignent pas la psychanalyse, mais certains vont même jusqu'à déconseiller d'écouter les travailleurs sur leurs problématiques personnelles. Donc ça, c'est une première chose, le signifiant maître, d'une certaine manière, fait passer le sujet à la trappe. La deuxième raison pour laquelle ce discours du maître m'a beaucoup intéressée, c'est qu'il induit, sans le dire, une façon spécifique de traiter le problème. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est le harcèlement. Quand on parle du harcèlement, on a immédiatement l'idée d'une victime et de son bourreau. Je cite les termes qui sont dans la littérature. C'est-à-dire un bourreau, c'est-à-dire un autre méchant, qu'on qualifie à l'occasion de pervers. On pourrait discuter, mais... Et aussitôt, ce qui se déduit de ce binaire victime-bourreau, c'est le traitement qui est préconisé, on met des guillemets à traitement. Ce traitement préconisé, c'est le tribunal. Donc, on condamne, le cas échéant, le collègue ou le manager indélicat, d'accord, mais quid du sujet? Finalement, en condamnant le bourreau, on le conforte, lui, dans son identification à la victime. Et ça, c'est quand même ennuyeux pour lui, pour le sujet. Deuxième exemple, quand on parle d'épuisement professionnel, qui est la traduction française de burn-out, on induit l'idée que s'il y a épuisement, alors le repos suffira à recharger les batteries. On peut dire. Or,
En faisant cela, on ne tient pas compte d'un fait qui pourtant insiste beaucoup, c'est que tous ces travailleurs en arrêt de travail pour burn-out, dès l'instant où ils doivent reprendre le chemin de leur travail, l'angoisse ressurgit immédiatement, inchangée, au même niveau qu'avant l'arrêt. Donc, sortir de l'entreprise ne suffit pas après le burn-out. Ce qu'il faut, c'est sortir du discours de l'entreprise. C'est tout à fait autre chose. Voilà. Donc, à partir du moment où on considère ces deux points que je viens de dire, c'est-à-dire que le discours du maître exclut le sujet, puisque Lacan dit que la seule visée du maître, c'est que ça marche. Voilà. Donc, on a bien l'idée que ça marche comme une mécanique. Hein. Et donc, premier, on exclut le sujet. Et deuxième point, on ne le soigne pas d'une certaine manière. On comprend bien que mon point de départ avec la psychanalyse, c'est un point de départ éthique. Alors, là, on en vient aux choses sérieuses, c'est-à-dire au concept. Et je me bornerai dans le format qui est le nôtre à évoquer très rapidement deux temps épistémiques différents. Celui de Malaise dans la civilisation de Freud, ça c'est 1930, et celui du séminaire 16 d'un autre à l'autre de Lacan, ça c'est son enseignement de 1968 à 1969. Alors, dans Malaise dans la civilisation, Freud pose la restriction de la satisfaction pulsionnelle comme un préalable à pouvoir vivre en société. Par exemple, l'enfant apprend par la contrainte et l'interdit parental à attendre l'heure des repas au lieu d'aller se servir dans le frigidaire. Cet attendu éducatif, dans un second temps, est intériorisé et prend, une fois intériorisé, la forme d'une instance psychique que Freud appelle le surmoi. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que du point de vue de la société, le même attendu, c'est-à-dire la restriction de la pulsion, est érigé au niveau d'une valeur ou d'une exigence qui permet que, secondairement, en société, justement, on puisse faire lien, par exemple, autour d'une bonne table, puisqu'on est en France. Voilà. Donc, le surmoi nourrit ainsi, c'est le cas de le dire, le lien social en encourageant le partage d'une certaine modalité de jouissance qui exclut du même coup les autres. On voit bien que, par exemple, ce n'est pas du tout pareil quand on se promène en Asie, où il y a des petits, ou même en Afrique d'ailleurs, où il y a des tas de petits food trucks voilà, qui proposent à manger à toute heure du jour et de la nuit, dans la rue, etc. C'est tout à fait autre chose. Donc on voit bien que c'est vraiment une civilisation qui élève un attendu au niveau d'une exigence. Et donc l'exigence surmoïque devient morale. C'est-à-dire que toute personne qui ne s'y plie pas, on va dire, est montrée du doigt. 40 ans plus tard, avec d'un autre à l'autre, Lacan revisite Malaise dans la civilisation. C'est vraiment une relecture, ce séminaire du Malaise dans la civilisation, mais il le met au goût du jour. Il est dans le contexte de mai 68 et de son Jouissez sans entrave qui est sur les murs du quartier latin. Et de ce fait, il subvertit la plus-value de Marx, qui est aussi dans les rues et scandé dans les slogans des manifestations, et invente l'objet plus de jouir. Donc, plus-value, plus de jouir.
L'idée, c'est qu'au travail, les patrons, comme les salariés, engagent d'abord une mise. Les patrons investissent leur argent au lieu d'en profiter. Ça, c'est très marxiste. Les seconds, c'est-à-dire les travailleurs, renoncent à leur temps libre, ils le vendent, ça c'est marxiste aussi, pour travailler. Mais, donc pour tous, il y a une restriction pulsionnelle qui est l'équivalent de la restriction freudienne. Mais en retour, et c'est là qu'est l'innovation de Lacan, ils espèrent un gain. Un gain d'argent, évidemment, pour les dirigeants ou les capitalistes, et un gain en termes de consommation pour consommation qui est permise par le fait qu'on gagne de l'argent pour les dirigeants, pour les travailleurs. Et ce gain, c'est cela le plus de jouir. Lacan, donc, dans le séminaire 16, invite à penser l'effort premier comme solidaire d'une jouissance qui non seulement espérée, mais exigée, revendiquée. Donc, du coup, le surmoi n'est plus seulement interdicteur, il est aussi hédoniste. Et si c'est le cas, s'il devient en somme un pouce à jouir, c'est quand Freud et Lacan, les temps ont changé. La contrainte imposée par le père, comme le disait Freud, ne fonctionne plus, ou mal. C'est désormais l'objet plus de jouir qui impose son diktat. Cette recherche à tout crin de jouissance est lourde d'au moins deux conséquences. La première, c'est que l'objet plus de jouir n'apaise pas la pulsion. Tout au contraire, consommer n'appelle qu'une seule chose, la revendication de consommer à nouveau. Et voire même de consommer à nouveau encore plus. Donc là, on voit bien qu'avec cette idée de plus de jouir, on entre dans la spirale de l'addiction, du toujours plus, etc. Ça, c'est le premier point. Le premier, on pourrait dire, la première caractéristique de notre époque contemporaine, celle du toujours plus. La deuxième conséquence, c'est que la jouissance est toujours solitaire. Et donc, en tant que telle, elle isole les sujets et elle fragilise le lien social. Donc, grâce à ces deux lectures, on peut maintenant caractériser le monde du travail contemporain. D'une part, le sujet en est exclu. D'autre part, il est enchaîné à sa propre jouissance addictive, dont il échoue à se déprendre et qu'il isole. On voit bien qu'une telle approche subvertit la théorie volontiers entonnée par la Vulgate, à savoir que l'aliénation du travailleur serait imputable au monde économique, aux managers tyranniques ou aux fameuses conditions de travail. Donc, pour la psychanalyse, armée, si j'ose dire, de ces concepts, le travailleur est aliéné à une causalité qui est psychique et qui s'appelle le surmoi pousse à jouir. Alors, je répondrai en 3 points. Le premier point, je l'ai dit, c'est que le discours capitaliste est désormais la langue du maître. À ce titre, il s'immisce partout, y compris évidemment dans l'entreprise. Un seul exemple, évidemment hors de l'entreprise. Un seul exemple, désormais, on gère son budget, son emploi du temps, pourquoi pas, mais on gère aussi ses enfants.
Ça, c'est quelque chose qui se dit couramment, que personne n'interroge, mais de cette pensée de l'éducation des enfants comme un management se déduit la notion de carrière scolaire, dont les instructions officielles de l'éducation nationale demandent qu'elle prépare à la vie professionnelle. Désormais, l'école, c'est la préparation de la vie professionnelle. Ça n'a pas toujours été le cas. Jadis, l'école, c'était un moyen de découvrir des choses que la famille ne pouvait pas apporter. C'est quand même tout à fait autre chose. Là, maintenant, on se prépare à un futur emploi. Du coup, la vie professionnelle s'en trouve rallongée d'autant, si on ose dire, non seulement avec les retraites plus tardives, ça on en parle beaucoup, mais aussi en amont, par une mise au pli par l'école. Et donc, quand on parle de formation tout au long de la vie, ça commence même avant la vie professionnelle. Donc, effectivement, la vie professionnelle se trouve beaucoup rallongée. Donc, le discours capitaliste est partout et il est devenu hégémonique. Face à cette standardisation, la psychanalyse propose au sujet de réapprendre à parler sa propre langue, on pourrait dire, c'est-à-dire sa langue privée. Il tique devant les acronymes, il se fait traduire un terme anglais ou expliquer le vocabulaire des réseaux sociaux. Il demande s'il y avait une expression familiale pour dire ceci ou cela. Il souligne une formulation personnelle astucieuse de l'analysant, etc. Donc, d'une certaine manière, il ne comprend pas la novlangue de l'entreprise, on pourrait dire. Et beaucoup de travailleurs en manifestent les effets en écrivant, par exemple, leur histoire. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, que ces travailleurs en burn-out produisent des sortes de témoignages, y compris qui sont publiés, mais ils le font chacun avec leur style. Leur style, j'allais dire, retrouvé, parce qu'ils ont retrouvé leur propre langue. Et ça, ils le font souvent quand ils sont engagés dans la démarche analytique. Ça, c'est le premier point, réapprendre à parler sa propre langue. Le deuxième point, c'est, je l'ai dit, que le discours capitaliste est truffé de signifiants maîtres qui ne sont pas interrogés. Par exemple, on entend souvent, notamment dans la bouche des plus jeunes, c'est abusé. Et c'est dit machinalement. Quand je dis machinalement, c'est pour faire entendre la machine. Lacan appelait ça le disque courant, pour faire entendre ce côté machinal, le côté du disque. Le psychanalyste fait au contraire l'hypothèse que dans son vocabulaire même, le sujet est intimement concerné par tel ou tel signifiant qu'il utilise. Il le fait donc résonner comme en écho. Ou alors, il lève la séance de manière à ce que l'analysant se l'entende dire. Et ça permet, ça, de découvrir les identifications, par exemple abusées, qui a influé dans l'ombre sur sa propre vie. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est les signifiants maîtres. Le repérage des signifiants maîtres. En quoi ils ont influé sur la vie de l'analysant. Et le troisième point, je l'ai dit aussi, le discours capitaliste pousse à jouir. Mais sur le terrain,
cette tentative de prise de pouvoir langagière par la novlangue managériale rencontre une résistance de taille, à savoir que les sujets ne se laissent pas passivement bâillonner ou réduire à des objectifs chiffrés ou à des échelles d'évaluation, etc. Au lieu d'obtempérer, on pourrait dire, ils produisent un symptôme. Un symptôme qui se fait entendre en affectant leur corps. Puisque la jouissance a toujours affaire avec le corps. Donc la psychanalyse permet non seulement de prendre au sérieux ce symptôme, mais encore à le penser comme inhérent à un point de rencontre avec le réel. Qu'est-ce que c'est que le réel? C'est deux choses, c'est un impensable, sans mots, et un impact sur le corps. Donc, le psychanalyste, pour viser ce réel, en somme, pour écorner cette jouissance, use de l'équivoque en utilisant des signifiants, ça c'est du côté de l'impensable, qui véhiculent une charge de jouissance, ça c'est pour le corps. Par exemple, une patiente me disait très récemment qu'elle travaillait à vide. Et comme je savais qu'elle a par ailleurs une autre difficulté qui est qu'elle mange dans les périodes d'ennui, mais qu'elle mange jusqu'à en devenir obèse, quand elle me dit « je travaille à vide », je lui dis « cette formule a tout son poids ». Et donc, j'essaie de la sorte de faire résonner non seulement l'avidité, mais aussi le vide qu'elle comble avec la nourriture. Et ça a un effet sur sa jouissance, c'est-à-dire que lors de la séance suivante, elle me dit qu'elle n'a pas fait de crise d'angoisse cette semaine. Voilà. Donc, voilà les 3 points qui sont la manière qu'a la psychanalyse de répondre à la souffrance au travail. Sortir de la souffrance au travail, on voit bien que c'est sortir du discours capitaliste. Non pas en s'extirpant de l'entreprise, par exemple avec une rupture conventionnelle ou un arrêt maladie, mais en affrontant sa propre responsabilité dans ce qui arrive. Alors, quand je dis responsable, comme dit l'autre, ça ne veut pas dire coupable. Il ne s'agit pas de dire que c'est la faute au salarié s'il souffre. Bien entendu, ça serait vraiment obscène de dire ça. Mais il s'agit de prendre au sérieux l'étymologie du terme responsabilité. Responsabilité, étymologiquement, c'est comme répondre. Donc, la question, c'est à quoi le symptôme répond-il? Voilà. Ça, c'est ce que vise la psychanalyse.